Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est Bruno Le Maire. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre Merci invitation. Vous êtes donc candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de l'élection présidentielle. Vous êtes aujourd'hui député de l'Eure, vous avez été ministre de l'Agriculture, vous avez été secrétaire d'État aux Affaires européennes. Aujourd'hui, vous êtes le troisième ou le quatrième homme de cette primaire de la droite. Les sondages vous donnent 10 à 12%. Vous affichez la ferme volonté de bousculer le duel annoncé entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Vous appelez au renouvellement de la classe politique. Vous-même, bien qu'énarque et normalien, vous avez démissionné de la fonction publique. Votre programme, qui compte 1000 pages et pèse presque 3 kilos, prévoit la réduction importante du nombre de parlementaires, la réduction très importante du nombre de fonctionnaires, l'extinction de la fonction publique territoriale, la retraite à 65 ans, une forte dose de libéralisation de l'économie, sans oublier, nous en reparlerons, la lutte contre l'islam politique. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Marine Lamoureux pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Marine Lamoureux qui vous pose la première question. Donc ce matin, un sondage Harris Interactive montre que Alain Juppé creuse encore l'écart à 40% au premier tour, suivi par Nicolas Sarkozy à 31%. Vous avez, depuis le début de votre campagne, toujours affiché votre détermination, mais aussi votre certitude d'arriver à bousculer ce duel entre les deux favoris. Vous êtes aujourd'hui crédité, selon ce sondage, à 10%. Comment est-ce que vous allez vous y prendre alors qu'il reste un mois de campagne ? Bruno Le Maire. D'abord, les choses progressent dans le sondage que vous citez. Donc c'est bien la preuve qu'en quelques jours, les intentions de vote peuvent bouger. Ensuite, une campagne, elle se gagne auprès des Françaises et des Français. Et le choix que j'ai fait depuis 2012, puisque ça fait 4 ans que je vais à la rencontre des Français, j'ai rencontré des dizaines de milliers de personnes, j'ai fait près de 500 déplacements. Le choix que j'ai fait, c'est de toujours faire confiance aux Français sur le terrain. C'est eux qu'il faut aller convaincre. Et je suis convaincu qu'ils ne se laisseront pas dicter cette élection. Ils ne se laisseront pas imposer le résultat par quelques spécialistes que ce soit. Et je vois depuis quelques jours une forte attente d'un vrai changement dans cette élection. Qu'on passe d'une élection qui est aujourd'hui une élection par défaut, où en gros, parce qu'on ne veut plus de Nicolas Sarkozy, on vote pour Alain Juppé, à une élection positive. Une élection par défaut, on l'a déjà eue en 2012. On a vu ce que ça a donné, on a voulu se débarrasser de Nicolas Sarkozy, on a eu François Hollande, chapeau le résultat. On veut refaire la même chose, là, la primaire, au moment où la situation est si grave pour notre pays, avoir un vote par défaut, on veut se débarrasser de l'un, alors on vote pour l'autre. Moi, j'appelle tous ceux qui nous regardent, au premier tour de la primaire, puisqu'il y a 2 tours, à faire un vote positif. Voter un pour, vote pour un quelque programme, chose, pour pour une un projet, pour un candidat, et pas contre un autre candidat. Enfin, j'ai envie de dire aux électeurs, laissez parler votre cœur. Laissez parler votre cœur. Et votre raison peut-être aussi ? Non, laissez parler votre cœur. Mhm. Ce qui, dans le projet, vous attire, ce qui vous montre qu'il y a une vraie vision de la France, tout ce que je défends pour que notre pays se redresse, pour que les Français aient droit à plus de liberté, plus d'épanouissement personnel et en même temps plus de solidarité pour les plus fragiles, ceux qui s'en sortent le moins bien. Voilà, laissez parler votre cœur dans cette élection au premier tour pour voter pour la personne qui vous enthousiasme et pas contre la personne dont vous ne voulez plus. Alors, on va voir si vous allez nous enthousiasmer. Alain Baron vous pose une question. Oui, cette primaire est ouverte à tous. On a l'impression que les centristes essayent de peser un peu dessus, notamment M. Bayrou qui a pris parti pour M. Juppé. Cela, vous trouvez ça normal ou ça vous inquiète ou ça vous Bruno Le Maire. Alors, on me parle beaucoup de François Bayrou. Moi, je vais Oui. vous dire, je ne suis pas sûr que ça passionne nos électeurs et que ça passionne les Français. Je crois que ce qui les intéresse, c'est d'abord de savoir quel projet on défend, avancer dans la clarté. Et si j'ai voulu rédiger un contrat présidentiel aussi précis, Détaillé. certains disent long, c'est parce que je voulais justement m'engager sur des choses précises, détaillées, chiffrées, qu'on arrête de se moquer des Français avec des grands slogans qui ne sont jamais suivis d'effets. Ensuite, la primaire, elle est ouverte à tous ceux qui veulent l'alternance avec François Hollande. Moi, je ne rejette aucun électeur. Et dans les réunions publiques que je fais ce soir à Croix dans le Nord, ou il y a 2 jours à Melun en Seine-et-Marne, je ne sais pas qui est dans la salle. Il y a aussi des centristes, oui. Il peut y avoir des républicains, il peut y avoir des centristes, il peut y avoir des socialistes déçus par François Hollande, il peut y avoir des électeurs du Front National qui se disent, plutôt que de voter Front National, peut-être qu'il faut essayer de faire là aussi un vote positif au moment de cette primaire. Tout le monde est le bienvenu.
du moment qu'il se reconnaît dans le projet que je défends et qu'il veut l'alternance avec François Hollande. Marine Lamoureux, la Croix. La question que ça pose, c'est quelle place vous réservez au centre, puisque vous avez souvent dit que le candidat LR devait être de droite. Mais quelle place donc vous ménagez au centre si vous êtes effectivement élu dans cette primaire? Bruno Le Ça, Maire. c'est une autre question. C'est une fois que vous êtes élu, avec qui vous gouvernez. Oui, le centre, c'est important. Et je pense que là aussi, on doit avancer dans la clarté. Lorsque j'étais candidat à la présidence de l'UMP, je disais haut et fort, l'UMP doit être un parti de droite, avec des valeurs, des idées, des propositions de droite, et l'assumer. Et je l'assume totalement. Mais en même temps, l'UMP doit s'appuyer sur un centre qui peut avoir des idées un peu différentes et qui va compléter notre offre politique. C'est exactement comme ça que demain, je souhaite gouverner, avec un projet qui est clair, qui se revendique de valeurs de droite, avec des convictions de droite, mais qui s'appuie sur le centre et qui complète son offre politique avec le centre. La preuve en est que dans les soutiens que j'ai aujourd'hui, vous avez Hervé Morin, vous avez Yves Gégaud, vous avez beaucoup de centristes qui m'apportent beaucoup. Et quand vous regardez aussi localement, puisque je suis élu de Normandie, mais depuis que je suis élu, c'est-à-dire depuis 2007, il y a 9 ans, j'ai toujours travaillé main dans la main avec les centristes dans ma région et ça se passe très bien. Damien Le Boulanger, RCF. Justement, dans cette primaire et en vue de ces présidentielles, comment voyez-vous l'éventuelle candidature d'Emmanuel Macron face au fait que la gauche se cherche encore un candidat, qu'on évoque encore la possible candidature de François Hollande, que Manuel Valls semble à mots cachés se positionner si François Hollande ne part pas. Comment vous positionnez face à ça? Bruno Le Maire, le camp d'en face. Le camp d'en face, il est dispersé façon puzzle. Ouais. Le Parti socialiste est dispersé façon puzzle. Il y a un petit morceau ici, Emmanuel Macron, un petit morceau ici, Manuel Valls, un autre tout petit morceau ici qui s'appelle le François Hollande, et puis il y a encore Arnaud Montebourg. Enfin, personne ne s'y retrouve. C'est la désagrégation idéologique la plus totale. Pour On vous, ne c'est un peut pas avantage confier le pays, on ne peut pas confier le pays à une force politique qui est totalement désagrégée. Ça nous donne, à nous, la droite, le centre, une responsabilité écrasante. Parce que le seul espoir pour 2017 ne peut venir que de nous. Et c'est là que cette primaire a une gravité exceptionnelle. Le seul espoir ne peut venir que de cette élection qui aura lieu dans maintenant un peu plus de 3 semaines, les 20 et le 27 novembre. Soyons à la hauteur de cette attente. Parce que sinon, le choix, c'est une gauche dispersée façon puzzle, en état de désagrégation idéologique complète, dont on ne sait absolument pas ce qu'elle veut porter pour le pays, ou le Front National. Eh bien, si je mets autant de cœur, autant de détermination, autant de force dans cette campagne, c'est parce que je veux que le vote pour mon projet soit un vote d'espoir. Je veux incarner cet espoir dont les Français ont besoin pour se dire on va enfin passer à autre chose. Oui, c'est possible de passer à autre chose. Oui, on n'est pas condamné à reprendre toujours les mêmes. Oui, on peut réinventer notre modèle économique, social, réinventer notre nation française. Ça se joue dans les 3 prochaines semaines. Et si je suis habité par ce sentiment de gravité, c'est que je vois bien la situation de notre pays, que je vois bien l'appauvrissement des Français, le sentiment de déclassement, le sentiment qu'on ne s'en sort plus. Et je veux être une réponse à cette inquiétude des Français. Alors la question portée sur Emmanuel Macron, à certains égards, ne vous ressemble-t-il pas, notamment quant à vos propositions sur le plan économique? Il peut y avoir des ressemblances sur un plan économique, sur des propositions. Après, nos parcours n'ont absolument rien à voir. S'il veut qu'il y ait une ressemblance, qu'il démissionne de la fonction publique, ça me paraît difficile d'incarner le renouvellement de la vie politique et de rester un pied dans la haute fonction publique, un pied dans la politique. Quand on fait la politique, il faut être libre, totalement libre. Et pour être libre, il ne faut plus être haut fonctionnaire. Ensuite, je suis élu depuis 2007. Alors, ça fait peu de temps par rapport à mes concurrents à la primaire, qui ont 30 ou 35 ans de mandat derrière eux. Mais c'est important d'avoir été confronté au suffrage universel. C'est important d'être allé à la rencontre des Français et d'avoir accepté le jugement des urnes. Ce qui n'est pas le cas d'Emmanuel Macron. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous dites que vous pourriez gouverner avec le centre, mais est-ce que vous pourriez gouverner, jusqu'où va ce centre? Est-ce que vous pourriez gouverner avec Macron, justement, avec M. Macron? Bruno Le Maire. Moi, je suis prêt à gouverner avec tous ceux qui auront lu mon projet pour le pays et qui seront prêts à l'appliquer. Si vous êtes d'accord avec la baisse des impôts, l'un des éléments clés de cette arrivée au pouvoir de la droite doit être la baisse des impôts. Et je propose qu'on baisse la CSG pour tous les Français, que la baisse des impôts ne soit pas pour quelques-uns, mais pour tous. Nous proposons la baisse de la CSG de 7,5 à 6%.
Si on se reconnaît sur ce projet-là, eh bien, tout le monde est le bienvenu pour le mettre en œuvre. Là où mes concurrents à la primaire, François Fillon, Alain Juppé, proposent une augmentation de la TVA, une augmentation des impôts. Si on se reconnaît sur ce projet-là, on peut travailler avec moi. Mais la condition, c'est de respecter chacun des engagements que nous prenons vis-à-vis des Français. Marine Lamoureux, La Croix. Est-ce qu'avec ce programme, à la fois, vous mettez en avant la crédibilité de vos propositions, vous les avez chiffrées, j'ai eu l'occasion de le lire assez en détail, effectivement, il y a matière. En même temps, est-ce que vous ne craignez pas d'apparaître comme un super Premier ministre qui rentre dans le détail du détail de chaque secteur, alors que la Ve République a évidemment pensé la fonction présidentielle comme au-dessus, et on voit bien qu'on a peut-être besoin aujourd'hui que cette fonction présidentielle retrouve cette place-là. Bruno Le Maire. Vous avez parfaitement raison. C'est un point très important. Et je veux vraiment expliquer à quel point, derrière ces engagements chiffrés, précis, qui visent juste à ne plus tromper les Français, à qui on a tellement menti au cours des dernières années en leur promettant monts et merveilles et puis il ne s'est rien passé. Derrière ces propositions, il y a une vision du pays. Cette vision, c'est celle d'un pays qui redonnera sa liberté à chacun. La liberté des entrepreneurs, la liberté des jeunes qui, dans leur orientation, pourront choisir plus facilement leur orientation, la liberté de reconnaître le talent de chaque enfant qui rentre au collège et plutôt que de se retrouver dans le moule du collège unique, aura le choix d'options beaucoup plus vastes, de la liberté pour que chaque individu réalise le talent qu'il porte en lui. D'un autre côté, je crois à une France de la solidarité, où on tend la main aux plus faibles, où on refuse d'abandonner ceux qui n'ont pas d'emploi depuis des années et à qui on dit « tu as un chèque, n'essaye pas de retrouver un emploi ». Les emplois rebonds que je propose visent justement à permettre à ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi, au nom de la solidarité, de retrouver un travail. Alors certains vous le reprochent, ces emplois à 5 € de l'heure, Ce certains n'est vous pas le des reprochent. emplois à 5 € de l'heure, c'est des Expliquez-nous. emplois qui permettront à chaque personne éloignée de l'emploi, au RSA, d'être rémunérée 1 000 € par mois. Qu'est-ce qu'on préfère 1 000 € par mois au travail, avec de la dignité, de la fierté, pour 20 heures par semaine, avec la possibilité de reprendre pied dans le monde du travail, ou être condamné à vivre des aides sociales jusqu'à l'âge de départ à la retraite. Et ben moi, je préfère la première solution et je le revendique, parce que c'est la France que je veux construire. Une France de la solidarité où même ceux qui sont les plus éloignés du travail peuvent retrouver un travail. Donc vous La n'êtes France, pas un libéral pur et dur. non, de la liberté, mais de la solidarité aussi. Solidarité pour les personnes handicapées, qu'on n'aide pas assez. Est-ce que vous trouvez normal qu'aujourd'hui des parents d'enfants autistes aient tant de mal, dans la 5e puissance économique du monde, à trouver des solutions pour leurs enfants? Je veux plus de solidarité pour notre pays. Enfin, dernier élément de cette vision, de l'autorité. Il y a un défaut d'autorité dans notre pays, partout. Manque d'autorité dans le traitement de l'immigration illégale. Manque d'autorité pour les policiers qui ont besoin qu'on respecte leur autorité. Manque d'autorité pour les enseignants. L'autorité est très souvent bafouée par des parents d'élèves ou par des élèves eux-mêmes qui se permettent soit des remarques désobligeantes, soit des insultes, soit parfois des menaces physiques. C'est dans cette conjugaison de la liberté pour chaque individu, de la solidarité pour les plus faibles et du rétablissement de l'autorité de l'État que nous reconstruirons notre pays. C'est la vision qui est derrière mon contrat présidentiel. Et sur la fonction ? Marine Pour Lamoureux, avoir la fin sur de la la fonction. réponse. Oui, je précise sur la fonction présidentielle. Vous avez déclaré, Bruno Le Maire, que vous seriez à la fois président de la République et ministre de l'Agriculture. Alors on connaît votre passion pour l'agriculture, mais est-ce bien raisonnable? Bien sûr que c'est raisonnable, Oui. et c'est même nécessaire pour tous les paysans qui se sentent abandonnés, tous ces producteurs de lait, tous ces éleveurs, à qui on n'apporte que des réponses techniques. On leur dit « Ah, vous avez un problème, ne vous inquiétez pas, on fait un report de trésorerie, un allègement de charges ». Mais ce n'est pas ça qu'ils veulent, les paysans. Ils veulent de la considération et ils veulent un chef de l'État qui aille taper du poing à Bruxelles pour dire « l'agriculture française est de retour ». Elle a besoin du soutien européen, de régulation des marchés, d'ouverture des marchés à l'exportation. Et moi, président de la République, je le ferai au nom de tous les agriculteurs français abandonnés aujourd'hui par le pouvoir politique. Qu'est-ce que c'est ensuite que le rôle du chef de l'État? Pour moi, c'est deux choses. C'est protéger les Français. C'est sa première mission. Protéger les Français contre les menaces qui existent aujourd'hui, contre le risque terroriste, contre la délinquance. Protéger les Français, c'est aussi revoir un certain nombre de nos relations diplomatiques pour garantir que l'islam politique ne progresse pas dans notre pays. Alors on va en reparler. Revoir les évidemment. relations diplomatiques avec le Qatar et avec l'Arabie Saoudite, par exemple. Mais les Français ont besoin de protection. Le deuxième rôle du président de la République, c'est l'incarnation de la nation. Et c'est pour ça que je fais du combat culturel et du combat éducatif une priorité absolue. Il est temps de remettre la culture française au cœur du projet national. Notre culture, c'est ce que nous sommes. La langue française, c'est ce que nous sommes.
Notre histoire, notre mémoire, c'est ce que nous sommes. La créativité, l'innovation, c'est ce que nous sommes, c'est notre culture. Quand je propose de remplacer le principe de précaution dans la Constitution par un principe d'innovation, c'est au nom de cette culture créative française. Protéger les Français, incarner la nation française. Voilà quel est le rôle du président de la République. Damien Le Boulanger, RCF. Bruno Le Maire, dans vos propositions, vous prônez la suppression de 500 000 emplois publics. Concrètement, où les prenez-vous? Vous avez évoqué l'extinction du statut de fonction publique territoriale. Est-ce que c'est un seul des biais Bruno Le Maire. Non, ce n'est pas le seul. Je veux juste rappeler à quel point cette proposition est raisonnable. Il n'est pas une proposition délirante. Entre 2017 et 2022, vous aurez 700 000 fonctionnaires qui vont partir à la retraite. 700 000. Mettez ça en regard des 500 000 emplois publics, pas fonctionnaires, emplois publics que je compte supprimer. Donc vous ne remplacez pas ceux qui partent à la retraite, c'est ça? Un certain nombre ne seront pas remplacés. Ensuite, il faut bien expliquer quelle est la vision globale. La vision globale, c'est de réduire tous les effectifs dans tous les ministères, à l'exception de la police, de la gendarmerie, des forces armées, de la justice et le dernier point peut-être le plus important à mes yeux, des personnels soignants dans les hôpitaux. Car Dieu sait que nous avons besoin de personnels soignants dans les hôpitaux. Mais à l'exception de ces ministères, tous les autres devront réduire leurs effectifs. Et très franchement, quand vous voyez la révolution numérique, quand vous voyez ce que les nouvelles technologies permettent de faire, mais il y a des emplois en termes de fonctionnement de l'État qui peuvent être supprimés très facilement. Le deuxième volet de la réduction des emplois publics, c'est tout ce qui sont les emplois aidés. Je rappelle que sur ces 400 000 emplois aidés, vous avez 180 000 emplois publics. Enfin, le troisième volet, comme vous le dites très bien, c'est la fonction publique territoriale. Il y a 1,8 million de fonctionnaires publics territoriaux. C'est là que l'augmentation a été la plus importante au cours des dernières années. Moi, je propose un vrai changement structurel en disant demain, nous allons éteindre le statut de la fonction publique territoriale. Les agents qui partiront à la retraite seront remplacés par des agents sous statut privé, ce qui redonnera plus de souplesse dans la gestion des communes, des départements, des régions, et qui permettra d'avoir au total moins d'emplois publics. Je termine par là parce que le rôle du président de la République est bien de présenter la vision de la France de demain. Aujourd'hui, vous avez un nombre d'emplois dans le secteur privé qui est insuffisant. Toujours plus d'emplois publics et toujours plus de personnes retraitées. Le résultat de tout ça, c'est quoi? C'est que les Français s'appauvrissent. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui travaillent dans le secteur privé pour payer les fonctionnaires, les emplois publics et les retraites. Eh bien, si on continue comme ça, vous aurez un pays qui ne va cesser de s'appauvrir, des ménages qui ne vont cesser de s'appauvrir. La France que nous voulons construire à échéance de 15 ans ou 20 ans est une France dans laquelle le nombre d'emplois publics et de fonctionnaires aura été réduit de manière très significative pour qu'il y ait plus de création de richesses, plus de prospérité dans notre pays. Car ce qui m'a le plus frappé au cours de tous mes déplacements en France, c'est à quel point les Français s'appauvrissent, vivent de plus en plus mal. Et c'est parce que globalement, les choix que nous avons faits ne sont pas les bons. Alors on a évidemment encore beaucoup de questions à vous poser, Bruno Le Maire, pardon. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Vous restez avec nous, à tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite et du centre, qui est interrogé dans cette édition par Marine Lamoureux pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, Monsieur le Maire, tout récemment, les évêques de France ont publié un document sur la vie politique en général, en regrettant un certain nombre de faits. Est-ce que vous l'avez lu d'une part, et qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous leur avez répondu? Je sais que François Fillon leur a répondu, mais... Bruno Le Maire, répondrai. Vous allez leur répondre? Je leur répondrai. Je répondrai aux évêques de France, j'ai lu leur texte avec attention. J'apprécie la démarche, parce que je considère que c'est bien que le plus grand nombre de personnes participent à la vie publique. Et je vais vous dire, je me reconnais dans beaucoup de choses que proposent les évêques de France, dans beaucoup de points de leur constat. Par exemple? Quand ils disent par exemple qu'il faut refonder le contrat social français, mais ils ont parfaitement raison. Quand je propose de mon côté de réduire le social au profit de la solidarité, parce que j'estime qu'il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de gabegie dans les dépenses publiques, et que du coup, on perd de l'argent nécessaire pour les personnes en situation de fragilité, pour les personnes en situation de dépendance, pour les personnes handicapées. Ça s'appelle refonder le contrat social. Quand il s'exprime sur le poids de la parole publique et la dignité de la parole publique,
C'est au cœur de mon engagement, rétablir la dignité de la parole politique. Quand il s'interroge sur la question éducative, en disant que c'est la clé de tout, moi j'applaudis des deux mains, je rappelle que j'ai fait de cette question de l'éducation et de la transformation de notre système éducatif la priorité des 10 prochaines années, parce que c'est un chantier, soyons clairs, qui prendra 10 ans. Donc je me retrouve dans beaucoup des propositions, je dirais dans la philosophie de ce texte-là, et j'y répondrai avec beaucoup de plaisir dans les jours qui viennent. Y compris sur les migrants, Bruno Le Maire, sur l'accueil des réfugiés. Alors là-dessus, c'est ça qui est intéressant aussi. On a des points de divergence, bien entendu. Il y a dans le cœur du christianisme cette volonté d'accueil. Comme responsable politique, je dis que nous ne pouvons pas accueillir aujourd'hui dans des conditions satisfaisantes tous les migrants qui viendraient en France. Mais discutons-en. Ça ne m'empêche pas de dire à la fois qu'il faut être plus ferme dans le contrôle des frontières, plus strict dans les conditions d'accueil, avoir une politique en termes d'asile beaucoup plus rigoureuse, parce qu'il n'est pas acceptable qu'une personne à qui on a refusé l'asile reste en France, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais en même temps, quand je vois la manière dont un certain nombre de personnes, migrants, vivent en France, ils sont arrivés là, on n'a pas réussi à les empêcher de venir, on les laisse vivre dans des conditions d'indignité totale, ça n'est pas acceptable. D'accord. Marine Lamoureux, La Croix. En même temps, vous dites que c'est pas normal que des personnes qui ont été déboutées du droit d'asile restent sur le territoire, mais vous dites surtout que même s'ils ont un recours possible, il faut qu'ils rentrent chez eux. Est-ce que ça, c'est pas traiter les gens de manière inhumaine, c'est-à-dire on leur dit de rentrer chez eux alors qu'ils ont un droit de recours, c'est un droit que la France leur accorde. Ce qui est inhumain Bruno Le Maire. aujourd'hui, ce qui est inhumain aujourd'hui, c'est que une famille qui demande l'asile, avec des enfants, va devoir attendre entre sa première demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, l'appel et le dernier recours auprès du Conseil d'État, près de 2 ans. Qu'est-ce qui se passe? La famille attend en France. Les enfants sont scolarisés en France, se font des amis dans leur école, participent à des goûters d'enfants, des fêtes de Noël. Évidemment, au bout de 2 ans, quand la décision définitive tombe, personne ne peut être expulsé, parce que ce serait inhumain. Tout le monde est perdant dans cette affaire-là. La famille qui a demandé l'asile, les Français qui voient que la loi n'est pas respectée et qu'elle est bafouée, et le droit d'asile lui-même, parce qu'à force de garder en France des personnes qui sont déboutées du droit d'asile, eh bien les Français vont finir par rejeter l'asile et ils auront raison. Ils diront mais ça sert à quoi au bout du compte, puisqu'on garde tout le monde, ça ne sert plus à rien d'avoir une procédure d'asile. Donc ce que je propose très concrètement, c'est que entre la première demande et l'appel, il n'y ait pas plus de 6 mois qui s'écoulent. Je propose qu'on dégage des moyens supplémentaires, notamment pour les cours d'appel qui vont juger l'appel des demandes d'asile. Et qu'entre la première décision et l'appel, il n'y ait pas plus de 6 mois. Ça, c'est une véritable révolution administrative. C'est une révolution administrative, elle est indispensable. Ouais. Deuxième proposition, au bout de cet appel, si la décision est négative, vous êtes renvoyé dans votre pays d'origine. Et seulement à ce moment-là, si vous voulez faire un recours auprès du Conseil d'État, un dernier recours, eh bien vous faites un recours depuis votre pays d'origine. Enfin, très sincèrement, On imagine moi je un fais recours confiance. depuis la Syrie, depuis l'Érythrée. Oui, mais je suis désolé. Bruno Moi, Le Maire. je suis désolé. À partir du moment où l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides vous a dit « vous n'avez pas droit à l'asile qu'il y a eu un appel, et que la décision d'appel, c'est « nous confirmons la décision de l'Office ». Ben moi, je fais confiance à ces 2 organismes. Si ces 2 organismes ont dit non, la personne, la famille, repart dans son pays d'origine. Et si elle veut faire un dernier recours, elle le fait depuis le pays d'origine. Faisons très attention qu'à force de ne pas respecter la loi, c'est le droit d'asile lui-même qu'on fragilise. Et quand on voit le défi que représente le défi des migrations pour les années à venir, il est indispensable de renforcer le droit d'asile. Et pour renforcer le droit d'asile, il faut faire respecter les règles beaucoup plus strictement qu'aujourd'hui. Damien Le Boulanger, RCF. Et justement, en parlant de la question des migrants, on s'est terminé hier l'évacuation et le démantèlement de la jungle de Calais. Est-ce que pour vous, la méthode était la méthode adéquate pour résoudre, ou en tout cas tenter de limiter cette question des migrants? La jungle est démantelée, c'est une bonne chose. Et il était temps que cette jungle, où je me suis rendu il y a quelques mois, soit démantelée. En deuxième lieu, je regrette qu'on ait imposé à des communes l'accueil de migrants. Je pense que c'est une responsabilité tellement lourde d'accueillir 10, 15, 20 personnes, que cette responsabilité ne doit être prise que volontairement par des communes qui ont les capacités d'accueil
les capacités aussi scolaires d'accueillir dans de bonnes conditions les migrants. Donc Ça le ne maire doit se donner faire. son accord. Le maire aurait dû à chaque fois Mhm. donner son accord. Ce genre de choses ne peut se faire que sur la base du volontariat. Mais on sait bien Accueillir que des ça- hommes, des femmes, des enfants, ça n'est pas rien dans une commune. Il faut que les gens soient d'accord, il faut que le maire soit d'accord. Donc je ne comprends pas qu'on impose à des communes ce qui aurait dû être fait sur la base du volontariat. Troisième remarque, tout ça ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau si on ne prend pas immédiatement derrière les décisions politiques nécessaires. Première décision, je viens d'en parler, raccourcir les délais d'instruction de l'asile, pour que ces personnes qui sont aujourd'hui dispersées partout dans le territoire français aient la réponse à leurs demandes en 6 mois. Elles ont droit, elles restent, elles n'ont pas le droit, elles partent. Que les choses soient claires et qu'elles soient tranchées. En deuxième lieu, il faut ouvrir une négociation au plus haut niveau de l'État entre le président de la République française et la nouvelle Premier ministre britannique visant à déplacer la frontière de Calais vers la Grande-Bretagne pour que les Britanniques prennent leurs responsabilités en matière d'accueil des migrants. Nous payons aujourd'hui les conséquences de ce mauvais accord du Touquet de 2003 signé par Nicolas Sarkozy. Il faut revenir dessus et déplacer la frontière. Troisième chose, tout ça n'aura pas de sens si nous ne prenons pas la mesure de ce que représente ce défi des réfugiés et des migrants. C'est la question d'une génération. C'est des bouleversements géopolitiques qui sont sans précédent. S'il y a des centaines de milliers de migrants qui fuient aujourd'hui le continent africain, est-ce qu'ils le font de gaieté de cœur? Est-ce que vous pensez qu'on risque sa vie comme ça parce qu'on a juste envie de venir en Europe? Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est parce qu'en Afrique, il y a la faim qui peut encore régner dans certains territoires d'Afrique. Parce que le changement climatique provoque des bouleversements sans précédent, parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a des guerres. Eh bien, si l'Union européenne n'est pas capable, comme puissance politique, de prendre la mesure de ces défis et d'y apporter des réponses en termes de développement économique et en termes de stabilité politique, eh bien, tout ce que nous faisons aujourd'hui sera totalement vain et totalement inutile. Moi, j'appelle les chefs d'État européens à prendre la mesure de ce qu'est ce défi des migrations, qui est le défi de la prochaine génération, qui appelle des réponses radicalement nouvelles et autrement plus ambitieuses que celles qu'on apporte aujourd'hui. Damien Le Boulanger. Mais pensez-vous, Bruno Le Maire, que cet objectif, entre autres, que vous citiez, de décaler la frontière vers les côtes britanniques, est quelque chose de réalisable? On imagine facilement que les Britanniques ne vont pas dire oui sans contrepartie. Même question sur la réponse européenne qui semble aujourd'hui tout à fait absente, Bruno Le Maire. Je l'imagine bien volontiers. Tous les combats diplomatiques sont difficiles. Vous savez, j'ai livré dans ma vie politique beaucoup de combats diplomatiques. Certains aux côtés de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin pendant la crise irakienne. Vous pensez que c'était facile d'aller dire non à George Bush et aux États-Unis d'Amérique, non à la guerre en Irak? C'est un combat, c'est difficile, c'est dur. C'est pour ça qu'il faut le livrer. Quand je me suis battu pour le rétablissement de l'aide aux plus démunis, que l'Allemagne voulait supprimer, souvenez-vous, 80 millions d'euros qu'on supprimait du jour au lendemain pour les Restos du Cœur, pour les associations caritatives qui font un travail exceptionnel pour les plus démunis. Vous pensez que c'était un combat difficile? Mais au début, c'était porte close, c'était porte fermée. De Angela Merkel jusqu'aux ministres allemands, tous m'ont répondu, il en est hors de question. La Cour de justice a décidé, nous ne rétablirons jamais ces crédits. 1 an de négociation, 1 an de discussion, nous avons obtenu gain de cause. Eh bien, vis-à-vis des Britanniques, ce sera exactement la même chose. Ce sera un combat. Ce sera un combat dur. Mais ce sera un combat que demain, si je suis élu président de la République, je suis déterminé à livrer. Parce que c'est un combat essentiel vis-à-vis des Français. Mais sur l'Europe et l'immigration, Bruno Le Maire, comment pouvez-vous faire bouger l'Europe qui aujourd'hui est tout à fait apathique? Faire bouger l'Europe, ça suppose d'avoir une France qui retrouve sa crédibilité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sur beaucoup de sujets, notamment cette question des frontières, des migrations, qui sont des sujets majeurs, l'Europe ne bouge pas? Il y a une seule réponse. Il n'y a plus de France. Une France qui a 6 millions de chômeurs, qui a des déficits chroniques, qui a un endettement qui représente près de 100% de notre richesse nationale, est une France qui a perdu sa crédibilité politique. Si nous souhaitons aller aussi vite pour rétablir la puissance économique française, pour relancer l'investissement, relancer l'activité, créer des emplois, c'est d'abord pour les Français, mais c'est aussi pour retrouver une crédibilité politique auprès de nos partenaires allemands et de nos partenaires européens. Et quand la France aura retrouvé sa crédibilité économique, quand elle aura retrouvé sa voie politique, elle pourra avancer sur un certain nombre de sujets, des propositions qui sont respectées. Propositions sur les migrants, sujet de la prochaine génération.
Proposition sur la sécurité, parce qu'il serait peut-être temps que l'Union européenne fasse davantage pour sa sécurité face à la menace terroriste. Proposition sur l'agriculture et le développement économique en Europe. Proposition sur les frontières européennes, pour dire une bonne fois pour toutes que la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne. Vous voyez à quel point la voix de la France doit se faire entendre à nouveau en Europe. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, à part Calais, il y a un autre territoire de non-droit en France, c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Alors, ça n'a pas la même intensité tragique, mais qu'est-ce que... Mais c'est important. C'est important quand même. Quelle est votre position sur ce Et dossier? on peut rappeler la cacophonie gouvernementale entre Manuel Valls et Ségolène Royal, qui aujourd'hui sont tout à fait en contradiction. Bruno Le Maire. C'est une question démocratique avant d'être une question de développement économique. Il y a eu un référendum. Les Français se sont prononcés pour la construction de cet aéroport. Bien, si demain je devais être élu, l'aéroport serait construit et la ZAD serait évacuée immédiatement. Aucune explication technique, aucune explication comme quoi c'est compliqué, c'est difficile, ne tient face au vote des Français. Ils se sont prononcés, la ZAD doit être évacuée et l'aéroport doit être construit. Marine Lamoureux, La Croix. À ce stade, on en est donc au remplacement du principe de précaution dans la Constitution par un principe d'innovation, à l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Vous parlez peu d'écologie. Alors ma question elle est un peu vaste, mais quelle place y accordez-vous dans votre programme? On sait que ce n'est pas très payant électoralement à droite, et pourtant c'est un sujet majeur, un sujet d'avenir. Quelle place pour l'écologie dans le programme Je ne de sais pas Bruno si Le c'est Maire? payant, mais c'est absolument essentiel. C'est sûrement dans vos 1000 pages. Non, non, mais c'est absolument Oui, c'est fondamental. dans les Voilà. Quand je dis principe d'innovation plutôt que principe de précaution, c'est parce que je pense profondément que c'est l'innovation qui permettra de mieux protéger l'environnement. Je reviens chez mes amis agriculteurs. Qu'est-ce qui leur permet... Ils n'aiment pas beaucoup les écolos. Oui, mais Oui. je pense que les agriculteurs, contrairement à ce qu'on dit, font beaucoup pour l'environnement et se battent pour l'environnement. Mais si vous voulez, par exemple, qu'ils utilisent moins d'intrants dans leurs parcelles quand ils font pousser du blé ou des céréales, ben, il faut qu'il y ait une agriculture de précision, il faut qu'il y ait de l'innovation. C'est l'innovation qui permet de mieux respecter l'environnement. Il n'y a pas opposition entre innovation et environnement. À mon sens, il y a complémentarité. Il y a un sujet majeur derrière la question environnementale, c'est celle de l'énergie. Je pense qu'on peut faire encore mieux en matière d'économie d'énergie, qui est la meilleure façon de réduire notre trace carbone. Je pense qu'on peut dire haut et fort que le tout nucléaire, c'est fini en France. Moi, je crois, bien entendu, à la pertinence de l'énergie nucléaire. Je pense qu'il est important de renouveler le parc et d'avoir des innovations en matière nucléaire. Mais le tout nucléaire, c'est fini. Il faudra compléter ça par des énergies renouvelables. De toute façon, la loi l'impose désormais. Mais ce n'est pas simplement une question de loi, c'est une question d'intérêt économique et d'intérêt environnemental pour notre pays. On peut parfaitement conjuguer le maintien d'un certain nombre de réacteurs nucléaires et le développement encore plus puissant de l'énergie renouvelable. Je pense en particulier à l'énergie solaire, qui est probablement extrêmement porteuse pour l'avenir. En matière d'autoconsommation, on peut faire beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas plus de liberté? C'est un des aspects importants de ma vision de la France de demain. Plus de liberté à chaque consommateur pour consommer l'énergie qu'il a produite à son domicile, dans sa propre maison. C'est une des manières aussi de développer l'environnement et de développer une consommation d'énergie plus respectueuse de l'environnement. Donc il y a une foule de choses à faire, beaucoup d'innovation derrière, beaucoup de richesses à créer, beaucoup de créativité française à l'œuvre. Et moi, je suis totalement engagé dans cette bataille-là. Une dernière question, Bruno Le Maire, vous qui êtes diplomate. La COP21, ça a été l'une des réussites de ce quinquennat? C'est une réussite politique. J'aimerais être sûr que ce soit vraiment une réussite environnementale. Et je n'en suis pas certain. Très bien. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, notamment dans le domaine international. Nous avons marqué une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Je rappelle que notre invité est Bruno Le Maire. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité aujourd'hui, Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite et du centre en vue de la présidentielle. Il est interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Marine Lamoureux pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Damien Le Boulanger pour RCF. C'est Damien Le Boulanger qui pose la première question. Bruno Le Maire, on le sait, vous avez été ministre des Affaires européennes dans le passé. Aujourd'hui, l'actualité est marquée justement par l'annulation du sommet européen qui devait concrétiser la signature entre le Canada et l'Union autour du CETA, de ces accords de libre-échange entre ces deux zones économiques. Est-ce que pour vous, le fait que le vote d'une région, la Wallonie, une région belge, très petite en nombre démographique face à l'Union européenne, se justifie
face à cette signature qu'une petite poignée puisse bloquer toute une démarche? Bruno Le Je Maire. crois que si on cherchait la preuve de ce que l'Europe aujourd'hui est en miettes, on en aurait l'illustration la plus frappante. Et encore, il s'agit d'un traité commercial, ce n'est pas vital. Mais imaginez que demain l'Europe soit agressée. Imaginez qu'il y ait une vraie menace militaire, terroriste, qui pèse sur l'ensemble de l'Union européenne, imminente. L'Union européenne serait-elle capable de réagir? Non. Donc le projet politique européen, il est à reconstruire de A à Z. C'est la France qui doit être à l'initiative de cette reconstruction. La France seule? Non, mais la Non. France doit être le moteur de cette reconstruction. Elle a en plus une opportunité historique. La Grande-Bretagne a décidé de sortir de l'Union européenne. Et contrairement à Nicolas Sarkozy, par exemple, qui propose de faire revoter la Grande-Bretagne sur son appartenance à l'Union européenne, moi je dis exactement le contraire. Je pense que les Britanniques sont sortis, que c'est une chance pour la France, qu'il faut acter cette sortie la plus rapide possible de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et que la France reprenne le leadership sur la construction européenne. S'agissant des traités commerciaux, je pense qu'il y a deux défauts qui sont rédhibitoires, qui font que ces négociations commerciales n'aboutissent pas. Et certaines d'ailleurs, sur le TAFTA par exemple, il est préférable qu'elles n'aboutissent pas. Avec les États-Unis. Le premier défaut, c'est la transparence. Personne ne sait ce qui est négocié par la Commission européenne. Je suis élu de la nation. Je dois rendre des comptes au peuple français qui m'a élu. Je suis incapable de leur dire ce qu'il y a dans les textes de négociation. Vous trouvez ça normal ? Moi, je souhaite que les négociations commerciales, désormais, se fassent de manière beaucoup plus transparente et que tous les représentants du peuple, dans tous les États européens, soient mieux informés du contenu des négociations. La deuxième chose, c'est que si derrière ces traités commerciaux, il y a l'idéologie d'un libéralisme absolu, eh bien ces traités n'aboutiront jamais. Derrière ces traités commerciaux, il doit y avoir la défense des intérêts économiques européens. Vous comprenez donc le choix de la Wallonie? Je comprends surtout le choix de certains de s'opposer au TAFTA, au traité avec les États-Unis. Parce que là, on voit bien qu'on n'est pas dans un accord de défense de nos intérêts commerciaux européens, de défense de nos producteurs. On est dans ce mythe d'un libre-échange qui va tout arranger tout seul, alors que ça n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas demander à nos producteurs bovins par exemple, de respecter des règles de production environnementale, des règles de production de bien-être animal, sanitaire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser des hormones quand vous produisez de la viande bovine en France. Et c'est très bien comme ça. C'est mieux pour notre santé, c'est même très important. Mais vous ne pouvez pas dire ça à nos producteurs et en même temps ouvrir le marché européen à des productions de bœuf aux hormones réalisées aux États-Unis. C'est impossible. Ça, c'est la doctrine du libre-échange absolu et je n'y crois pas. Moi, je crois à la doctrine de la réciprocité des intérêts commerciaux. Ça, c'est pour le TAFTA. Pour le CETA, précisément, les relations avec le Canada, pour vous, ce sont des accords... Pour le CETA, je le regrette parce que je pense que ce traité était beaucoup plus intéressant, même si je n'ai pas eu la possibilité de l'étudier dans le moindre détail, et que souvent le diable est dans le détail dans ces accords, mais ça valait le coup de poursuivre la négociation, et je regrette que cette négociation n'ait pas pu progresser. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous dites l'Europe est en miettes, la France doit reprendre le leadership, mais l'Allemagne que vous connaissez bien, puisque vous êtes germaniste, qu'on le veuille ou non, c'est elle quand même qui a le leadership. Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux de dire que la France doit reprendre le leadership? Est-ce que l'Allemagne souhaite refonder l'Europe, Bruno Le Maire, vous qui la connaissez bien? Il y a un enjeu majeur qui est de rétablir un équilibre entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, l'Allemagne fait jeu seule en tête, mais ce n'est pas la responsabilité de l'Allemagne. C'est notre responsabilité à nous, Français, qui nous sommes tellement affaiblis. Depuis 15 ou 20 ans, tous les autres États européens ont fait les transformations économiques nécessaires, ont transformé leur marché du travail, ont amélioré la compétitivité de leurs entreprises, ont baissé des impôts. Et puis, seule au monde, la France, elle, n'a cessé de repousser ses décisions. Et c'est bien l'enjeu de la primaire de 2016 et de l'élection présidentielle de 2017. Est-ce qu'on repousse encore un petit peu les enjeux? On appuie sur pause. Et dans ce cas-là, vous verrez, la France continuera à s'affaiblir. Donc vous souhaitez vraiment renverser la table? Ou est-ce que vraiment, c'est pas renverser la table, c'est enfin réaliser ce que tous les autres pays en matière de transformation économique, sociale, politique ont fait? Et oui, je suis le seul à le porter à la primaire. Et oui, je vais me battre jusqu'au bout pour que ces transformations nécessaires soient faites, parce que c'est l'intérêt national qui est en jeu. Je reprends cette question européenne. La France a une foule de choses à dire très concrètes, au-delà des grands sujets que j'ai évoqués. Prenez un seul sujet très concret, la directive travailleurs détachés. Je crois qu'il n'y a que la France qui peut porter haut et fort cette idée que la directive travailleurs détachés était une erreur, qu'elle n'a pas donné les résultats attendus.
qu'au lieu d'augmenter le niveau de vie et la protection sociale des pays de l'Est, elle a fragilisé le niveau de vie et la protection sociale dans nos propres pays et en France, qu'elle a fragilisé le secteur du bâtiment, fragilisé le secteur des transports, abouti à du dumping social, à du dumping salarial. Et donc il faut en tirer les conséquences et dire la directive travailleurs détachés, nous la réviserons de fond en comble parce qu'elle n'a pas donné les résultats attendus. Qui d'autre que la France peut porter ce message-là? Une question de Marine Lamoureux-Lacroix. Tout simplement, une échéance majeure se profile avec l'élection américaine. Quel regard vous portez à ce stade sur cette élection, même si évidemment on n'a pas encore le résultat? J'espère que nous n'arriverons jamais là, en France, dans l'indignité du débat public. Et je dois dire que je vois ça avec une certaine crainte. C'est la première puissance économique et politique mondiale. Et voir le débat politique dans la première puissance politique et économique mondiale se dégrader à ce point-là, atteindre ce niveau-là, c'est extrêmement préoccupant. Ça me renforce dans l'idée que la France, demain, si elle retrouve sa voix, si elle retrouve sa puissance, si elle retrouve son rayonnement culturel, pourra occuper une place majeure sur la scène internationale. Nous pouvons demain, en quelques années, redevenir la première puissance politique et économique en Europe. Nous pouvons demain réaffirmer notre culture et rayonner partout dans le monde. Nous pouvons demain redevenir une puissance respectée par les autres grandes puissances de la planète parce que nous avons retrouvé quelque chose qui est essentiel, notre indépendance, l'indépendance de notre voix, l'indépendance de notre position. C'est ça qui est possible et c'est ça qui se joue encore une fois en 2016 à la primaire et en 2017 à l'élection présidentielle. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors la Russie de M. Poutine nargue souvent l'Europe sur un certain nombre de dossiers. Quel est le bon positionnement à avoir avec la Russie de M. Poutine? Bruno Le Maire. Le dialogue. Le dialogue. Et les sanctions, non? Pas de sanctions? Les sanctions, on a vu ce que ça donnait. Ça n'est pas très efficace. Le dialogue et puis la définition de nos intérêts stratégiques communs. Nous avons des intérêts stratégiques communs avec la Russie. Nous avons un intérêt stratégique commun dans la lutte contre le terrorisme et dans la lutte contre l'islamisme qui s'est développé au Proche et au Moyen-Orient. Ça, c'est un vrai intérêt commun qui réunit la Russie et l'Europe. Nous avons un intérêt commun en matière commerciale, avec des liens commerciaux entre la Russie et les pays européens qui peuvent être beaucoup plus importants. Je le redis d'ailleurs pour l'agriculture. Nous avons des intérêts communs en matière énergétique. La Russie est une grande puissance énergétique, ce défi énergétique est majeur pour les années qui viennent, ça doit nous rassembler. Donc je plaide pour un dialogue sans complaisance, sans aucune complaisance, mais réel, constant avec la Russie. On pourrait par exemple envisager que M. Poutine soit systématiquement invité à la fin des conseils européens pour avoir un échange avec les chefs d'État européens, pour construire ce dialogue. Vous savez, je vous parle comme ancien diplomate. Je pense qu'il est important de construire ces structures de dialogue, d'organiser des rendez-vous réguliers pour que ce ne soient pas des sommets extraordinaires qui s'organisent en situation de crise ou en temps de crise, mais qu'on ait l'habitude d'avoir au plus haut niveau des États européens un dialogue régulier avec le représentant de la Russie, M. Poutine. Alors on arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux chrétiens. Comment voyez-vous la lutte contre l'islam politique, notamment dans sa perspective internationale vis-à-vis de nos partenaires, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Qatar? Bruno Le Maire. On ne peut pas dissocier le combat contre l'islam politique en France et le combat contre l'islam politique à l'étranger. Et c'est malheureusement ce que beaucoup trop de responsables politiques en France font. Ils disent voilà, on combat l'islam politique en France, très bien, mais on ferme les yeux sur le comportement du Qatar, de l'Arabie saoudite, face à un certain nombre de mouvances islamistes. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est pas possible. Je pense qu'il faut engager un dialogue politique immédiat avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, en leur disant voilà, nous avons des suspicions de liens avec un certain nombre d'organisations islamistes qui nous posent une difficulté majeure par rapport à la sécurité de nos compatriotes. Que comptez-vous faire concrètement pour mettre fin à ces liens, pour les rompre? Que comptez-vous faire concrètement pour vous engager à nos côtés dans la lutte contre l'État islamique et contre l'islamisme et contre toutes ces mouvances qui menacent notre sécurité à nous Français? Et il faut mettre dans la balance nos contrats d'armement. Voilà. Il faut mettre dans la balance nos relations commerciales. Car j'estime qu'au nom de l'indépendance de la France, nos intérêts politiques, la protection des Français, passent avant nos intérêts économiques. Donc il faut vendre moins de Rafales pour plus de sécurité. Il faut surtout moins vendre la France pour qu'elle soit plus indépendante.
Une dernière question peut-être de Marine Lamoureux. Oui, je reviens au terrain national, parce que tout à l'heure, vous disiez que pour les 500 000 emplois publics que vous souhaitez supprimer, je n'ai pas entendu que vous sanctuarisiez l'école. Or, vous dites que c'est la clé de voûte des réformes que vous voulez porter. Donc, comment faire cette réforme ambitieuse que vous appelez de vos voeux à l'école avec moins de personnel? Vous voulez les faire travailler plus? Si Bruno Le la Maire. solution au problème de l'école, du collège, du lycée était une question d'effectifs d'enseignants, eh bien François Hollande aurait eu des résultats mirobolants en termes d'éducation nationale. Et Najat Vallaud-Belkacem serait la star absolue des ministres de l'Éducation nationale, alors que je pense qu'elle a fait des dégâts considérables dans l'éducation nationale. Cette logique des moyens n'est pas la bonne logique. La bonne réponse aux difficultés de l'éducation nationale, c'est de fixer de nouvelles missions. C'est être capable de mettre fin au collège unique pour le remplacer par un collège diversifié qui reconnaîtra le talent de chaque enfant. C'est d'arrêter avec cette obsession de la voie générale, du baccalauréat général et de l'université pour reconnaître la diversité des parcours et dire haut et fort que la voie professionnelle vaut la voie générale, parce que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. C'est faire de l'apprentissage du français au primaire et du vocabulaire en grande section de maternelle une priorité absolue, parce que nos enfants ne pourront pas réussir en France s'ils ne parlent pas bien le français. Et avoir 20% d'enfants qui rentrent au collège sans savoir lire, écrire, comprendre correctement le français, c'est un échec complet. C'est là qu'est la réponse, et pas dans l'augmentation du nombre de personnels enseignants. La proposition que je fais... Il faut quand même des personnels Oui, pour bien porter sûr, ces réformes. mais je fais une proposition très concrète. Tout nouvel enseignant qui sera recruté au collège et au lycée, au lieu d'avoir 15 heures ou 18 heures d'obligation d'enseignement devant les élèves, aura désormais 20 heures. Je dis bien pour les nouveaux enseignants. Ça permet effectivement de réduire les recrutements et d'avoir en même temps des enseignants en nombre suffisant et mieux rémunérés pour un nombre d'heures plus important. Avec tout ça, Bruno Le Maire, vous ne craignez pas de mettre la France de gauche dans la rue si vous êtes élu président de la République en juin 2017 ? Si je pouvais surtout rendre la France fière de ce qu'elle est, et chaque Français fier de ce qu'ils sont. La vraie réponse, je vais vous dire, à toutes les difficultés que connaît la France, à l'inquiétude, à la misère dans certains endroits, dans certains territoires, au sentiment d'abandon, au sentiment de déclassement que vivent beaucoup de ménages, c'est dans la fierté de chaque Français. C'est ça la vraie réponse. La réponse n'est pas uniquement dans les mains du prochain président de la République. La réponse est dans la fierté que nous rendrons à chaque Français. C'est ça qui renversera tout. C'est ça qui permettra à notre pays de se redresser. Quand chaque élève au collège sera fier de ce qu'il fait parce qu'il aura trouvé sa voie, vous verrez à quel point ça redonnera du souffle à notre pays. Quand chaque entrepreneur sera fier de ce qu'il fait parce qu'on lui aura redonné la liberté, qu'on ne lui mettra pas des bâtons dans les roues, vous verrez le souffle que ça redonnera à notre pays. Quand une personne qu'on a complètement laissé tomber, à qui on a dit « contente-toi de ton RSA », retrouvera une place dans le travail grâce à l'emploi rebond, vous verrez la fierté que ça redonnera à notre pays. Donc la fierté et le souffle vont balayer les manifestations, c'est ça votre idée? Je suis persuadé que la vraie réponse aux manifestations, je suis lucide, j'ai eu à affronter un certain nombre de manifestations au cours de ma vie politique. Il faut de la fermeté, il faut de la constance, il faut être capable de tenir dans le temps, bien entendu. Mais ce qui, au bout du compte, renverse toutes les résistances, c'est quand chacun se dit au fond de lui-même, c'est vrai que c'est des transformations profondes, mais au bout du compte, ça ira mieux pour mon pays, ça ira mieux pour moi, et ça ira mieux pour mes enfants. Très bien, merci à vous, Bruno Le Maire. Merci d'avoir participé à cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité la semaine prochaine sera Michèle Rivasi, candidate au second tour de la primaire des écologistes en vue de l'élection présidentielle. Merci à vous tous de votre fidélité. Vous pouvez évidemment retrouver cette édition et celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. À la semaine prochaine. Merci à vous tous.